émission, c'est la 27e fois que nous sommes ici, librairie Maupetit, dans l'espace galerie que nous prête gentiment Damien Bouticourt. C'est bientôt la saison des cadeaux, c'est la saison de Noël, vous le savez, c'est la saison des cadeaux. Et moi j'ai un cadeau, c'est que pour la première fois, aux commandes de cette émission à mes côtés, ce n'est pas Patrick Coulon que vous avez, mais il est François Thomazeau. Donc je vais avoir le privilège de dire, il est Bruno Richard, ça fait des années... C'est ce que j'attendais avec impatience depuis 24 émissions, il a fallu attendre la 25e émission. Donc tu as remarqué, j'ai mis la chemise bariolée pour faire un peu le Patrick. Pour faire le Patrick, je reste toujours avec ma chemise blanche et ma veste noire. Vous êtes effectivement dans une librairie. Dans les librairies, on achète des bons livres, mais ici, particulièrement à la librairie Maupetit, on peut aussi, dans cet espace galerie, regarder les œuvres d'un photographe qui s'appelle Thibaut Derrien. C'est une exposition qui reste là jusqu'en janvier, donc profitez-en. Merci à tous d'être présents, merci à tous ceux qui nous suivent sur Facebook, puisqu'on a lancé maintenant depuis quelques mois, on est sur Facebook. Vous êtes, alors c'est ou l'écrit du Sud ou l'obsession textuelle, vous êtes peut-être sur le site d'Obsession Textuelle. Vous nous regardez donc depuis les librairies Maupetit. La première partie de l'émission, François va vous présenter l'actualité littéraire du moment. Nous devions avoir quelques libraires, mais la période des fêtes fait que ces libraires ne peuvent pas trop quitter leur librairie. Donc je prendrai tout de suite le relais derrière avec Madame Delage qui viendra nous parler d'un ouvrage qui a été édité par le comité du Vieux Marseille. Ensuite, moi je vous parlerai des premiers romans que j'ai sélectionnés et puis de quelques romans, quelques ouvrages qu'il faut voir. Et en deuxième partie d'émission, comme chaque fois, nous avons des invités. Deux invités qui sont présents, Gilles Ascaride qui vient présenter le dernier roman qu'il a écrit qui s'appelle Zoé. Aurélien Magna qui vient nous présenter un roman qui s'appelle Avec le feu, c'est son deuxième roman. François, on va lancer l'émission. Oui, je reprends le flambeau de Patrick Coulon qui, pour ceux qui ne seraient pas ici parmi nous, qui ne seraient pas en train de regarder l'émission sur Facebook Live, sachez que Patrick n'est pas là parce qu'il se trouve à Carry-le-Rouet, où il dédicace avec Bernard Vitiello de magnifiques ouvrages. Donc si vous êtes à Carry et que vous nous suivez, voilà, je crois qu'ils sont toute la journée. Ils y sont toute la journée, donc n'hésitez pas à aller les voir, ils ont aussi pas mal d'ouvrages et je crois que c'est à la Maison de la Presse. À se faire dédicacer. Vous pouvez aussi venir ici, puis après, quand vous quitterez cette émission, quand vous aurez fini de nous regarder en live, vous pouvez aller à Carry, ça fait une petite sortie. Et que vous irez vous baigner cet après-midi à Carry, profitez pour passer à la librairie. On va passer donc voir Patrick et Bernard Vitiello qui dédicacent leurs ouvrages. D'abord, donc, on va commencer par parler de nos invités, mais j'en profite, Zoé, on va en parler tout à l'heure avec Gilles, mais il y a eu un genre de frénésie, c'est sans doute la perspective des fêtes du côté des éditions du Chou-Pélan. Vous savez que le Chou-Pélan, ce sont cette maison d'édition lancée par un certain nombre d'iconoclastes qui ont repris un peu le flambeau que nous avions lancé avec les cahiers il y a quelques années, et ils sont notamment, je montre ici le bouquin de Médéric Gasquet-Cyrus, et l'ouvrage de Henri-Frédéric Blanc qui s'appelle Discours sur l'université de l'esprit marseillais, qu'on avait déjà publié il y a quelques années, qui est un peu le manifeste de cette littérature typiquement marseillaise dont le Chou-Pélan est devenu l'éditeur, qui est l'over littérature. Donc si vous ne savez pas ce qu'est l'over littérature, que vous voulez le découvrir, alors bien évidemment il y a tous les ouvrages de Gilles Ascaride et ceux d'Henri-Frédéric Blanc et la plupart des ouvrages du Chou-Pélan, mais lisez, il y a un peu, vous voyez, c'est un petit livre rouge, hein, donc le discours sur l'université de l'esprit marseillais, c'est sur l'universalité de l'esprit marseillais, c'est un peu le... Ouais, si tu commences à m'embêter, on va pas y arriver. Donc, tout ça pour dire que c'est un petit livre rouge, c'est un peu le manifeste du parti over littéraire. Quelque chose, je précise, pardon, c'est la version un petit peu augmentée par rapport à ce que vous aviez sorti il y a quelques années. Quoi qu'il en soit, c'est un peu la Bible, puisque Henri-Frédéric Blanc se présente comme le pape de l'over littérature, Gilles Ascaride en étant que le président, le roi, ce que vous voulez. En tout cas, le représentant séculier de cette voilà, sur Terre, de cette étrange secte. Dites-le en marseillais. Donc, ceux qui sont parmi nous, ceux qui nous écoutent, connaissent sans doute Médéric Gasquet-Cyrus. Il a une émission sur France Bleu Provence. C'est un éminent linguiste qui a publié un certain nombre d'ouvrages, et notamment le dictionnaire du marseillais. Il est un spécialiste du provençal, c'est un spécialiste du marseillais, et donc là, il publie un recueil d'une sélection de ses meilleures chroniques sur France Bleu Provence. Alors c'est un ouvrage très intéressant pour découvrir justement ce que sont ces mots marseillais que des fois on emploie à tort et à travers sans savoir exactement ce qu'ils veulent dire.
J'ai une énorme réserve vis-à-vis de cet ouvrage. C'est que la meilleure chronique qu'il avait jamais faite dans cette émission était une chronique sur le sgoumfi, qui est un mot qui me tient à cœur. Le sgoumfi étant un genre de blues marseillais que vous ressentez des fois le soir quand les soirées se font plus courtes. Et que, voilà. Et donc il avait fait une chronique sur ce mot sgoumfi qu'il prétend par ailleurs que j'ai inventé, et malheureusement il n'a pas retenu cette chronique pour Dites-le en marseillais. Je ne doute pas que dans la réédition il réparera cet oubli. Voilà. Donc voilà pour les ouvrages de l'Over Littérature et du Supplément. Alors, un auteur qui n'est pas marseillais mais qui s'est installé à Marseille depuis pas mal de temps maintenant, et qui travaille à la Provence, même à des postes un poste assez important, c'est Franz-Olivier Gisbert, Fogg, le célèbre Fogg. Il arrive avec un ouvrage assez mystique aussi, un petit peu comme l'Over Littérature est une forme de religion. Ça s'appelle La dernière fois que j'ai rencontré Dieu. Alors, donc c'est Patrick qui me l'a présenté. C'est marrant parce que alors Patrick, par ailleurs, lui, publie sous son propre, alors je ne sais pas où il est, je ne l'ai pas avec moi, il publie à compte d'auteur, enfin pour son compte, un bouquin qui s'appelle Docteur Miam, et où il évoque un petit peu la vie vue à travers la bouffe, ce qui est vue à travers les repas, vue à travers la convivialité. Voilà, Docteur Miam, et voilà la dernière fois que j'ai rencontré Dieu. Alors, c'est assez étonnant parce que vous allez me dire pourquoi je vous parle des deux bouquins en même temps. D'abord parce qu'ils se connaissent, ils travaillent dans la même maison, mais d'abord aussi parce que ce livre-là est dédicacé à Patrick, et que je sais que Patrick va faire Docteur Miam à Franz-Olivier Gisbert. Et je me suis dit en lisant les deux ouvrages, c'est marrant parce que ce sont deux déambulations finalement dans la vie, dans les valeurs, dans la bouffe, puisque aussi dans cet ouvrage-là, Fogg, qui était vegan sans le savoir avant que le véganisme devienne à la mode, raconte son rapport à la viande, son rapport à la vie, son rapport à la nourriture. Et donc les deux bouquins se font écho. Et en les lisant tous les deux, j'ai trouvé qu'ils étaient assez proches finalement l'un de l'autre, même si Patrick Coulon n'est pas du tout vegan, il explique d'ailleurs aussi pourquoi, et que Fogg l'est, mais l'un comme l'autre racontent un petit peu leur vie, les épisodes de la convivialité, comment manger nous rapproche finalement de Dieu et de notre humanité. Et la réflexion que je me suis fait en les finissant, c'est que les deux sont de qualité, et je me suis dit, tiens, celui de Fogg va se vendre à 40 000 exemplaires, celui de Patrick un peu moins, alors qu'en fait, on est dans deux bouquins qui sont très proches, aussi bien au niveau du contenu que de la qualité. Voilà donc pour ces deux ouvrages-là. On fera le nécessaire pour que celui de Patrick se vende aussi. Oui, tout à fait. Un livre qui fait un peu la transition entre les deux, entre les beaux livres et la littérature pure et dure. Sylvie Germain, qui est une écrivaine renommée. Donc Sylvie Germain nous propose chez Albin Michel L'Esprit de Marseille. Alors, c'est un bouquin qui m'a laissé devant pas mal d'interrogations, parce que d'abord, je commence par dire des choses gentilles. C'est un très beau livre. Il est très beau, il y a des magnifiques photos, la façon, comme on dit, la main, tout ça est un bel objet à offrir. Les textes, c'est Sylvie Germain sait écrire, donc les textes sont d'une très grande qualité stylistique, elle a bien travaillé son sujet, les sources sont impeccables. Après, je me suis interrogé sur la raison d'être de ce bouquin, parce que ça s'appelle L'Esprit de Marseille. Et les gens dont Sylvie Germain nous parle sont les Phocéens qui sont arrivés ici. Elle part sur les surréalistes qui sont restés à Marseille quelques mois en 1941. Elle nous parle de Nadar qui est venu vivre à Marseille sur la fin de sa vie. Elle nous parle d'Antonin Artaud qui est né ici, qui en est parti très vite, qui n'aimait pas cette ville. Elle nous parle de Ringot qui y est mort. Et elle nous parle finalement de beaucoup de gens qui ne sont pas marseillais, qui n'ont fait qu'y passer, et qui ont finalement, elle nous parle de Lazare, elle nous parle des Saintes Maries de la Mer, c'est donc toutes ces saintes qui sont arrivées sur un bateau poussé par la force divine et qui ont atterri sur les rivages de Provence. Bref, elle nous parle de gens qui n'ont fait que passer, et non pas des gens qui sont restés à Marseille. Donc je me demande si ces gens, tout intéressants qu'ils soient, incarnent véritablement l'esprit de Marseille, ou l'esprit de l'extérieur sur cette ville. Voilà, je suis un peu resté sur ma faim là-dessus, d'autant qu'en plus, le choix qu'elle a fait, même si une fois de plus, c'est un choix assez légitime, mais le choix qu'elle a fait des personnages qu'elle nous présente, Lazare qu'on trouve dans la crypte de l'abbaye Saint-Victor, ou Nadar, ou Artaud, ou Rimbaud, c'est un peu devenu les poncifs de la présentation de Marseille. Il y a les clichés populaires sur Marseille, le pastis, l'OM, les boules, je
dis l'OM, vous allez voir, je vais en parler en plus. Et puis après, il y a les poncifs intellectuels sur Marseille qui sont Artaud, Rimbaud. Il manquait que Walter Benjamin, que la famille, je suis presque un peu étonné de ne pas l'avoir trouvé. Voilà, donc un bel ouvrage, peut-être à offrir aux gens qui connaissent mal Marseille, qui ont envie de l'apprécier, mais un ouvrage qui, à mon avis, ne s'adresse pas aux Marseillais qui connaissent sa ville et qui déjà connaît ça un peu par cœur. Et voilà, donc je suis entre deux eaux, c'est-à-dire le texte est très beau, les photos sont magnifiques, le traitement de ce qu'est Marseille m'a paru un peu superficiel. Voilà pour Sylvie Germain, L'Esprit de Marseille. Un livre de Bruno Manuel, qui est un photographe, Marseille vue de chez vous. Il a fait, alors le bouquin se trouve auprès de l'auteur, hein, vous le cherchez sur Internet, puis on mettra s'il le faut les coordonnées sur la page Facebook. Donc c'est un photographe, Bruno, qui a photographié Marseille depuis des points de vue assez inattendus, puisqu'il est allé chez les gens, un peu partout dans la ville, et il a pris des photos avec des points de vue assez étonnants. On a tous cette expérience, des fois quand on va chez des amis qui ont une belle vue, que tiens, on ne voyait pas Marseille sous cet angle, donc là vous voyez la bonne mer sous des angles extrêmement divers, vous voyez le port sous des angles extrêmement divergents, et finalement ça donne une vision de la ville qui est inhabituelle, parce qu'on la voit nous toujours de l'extérieur des maisons, et là il est vu depuis l'intérieur des maisons, et donc on a un peu le regard sur la ville qu'ont un peu les Marseillais de tous les quartiers. Et c'est vraiment, les photos sont réussies, c'est un bouquin présenté à l'italienne qui est toujours assez agréable. Et donc franchement, voilà, c'est un beau livre dont je vous recommande l'achat ou de l'offrir parce que ça le mérite et qu'il a fait un gros boulot pour ça. Les textes sont de lui aussi? Non, alors il y a une intro de Serge Scotto que certains d'entre vous connaissent. Et voilà, et de Marcel Rochefort. Voilà, donc il a eu, mais pour le reste, il n'y a quasiment pas de texte. C'est un beau livre qui présente des photos, et c'est vrai que les photos sont assez parlantes. Elles se passent un peu de légende, à part d'expliquer où elles ont été prises. C'est vraiment un livre qui vaut le coup d'œil, c'est le cas de le dire. Alors, je vais profiter du fait que je remplace Patrick pour une émission, pour parler d'un sujet dont l'obsession textuelle ne parle jamais, puisque ni l'un ni l'autre, vous n'êtes amateur de sport, donc je me permets en tant que journaliste sportif encarté depuis de trop longues années, de parler un peu de bouquins à offrir pour les fêtes aux amateurs de football. Je parlais tout à l'heure des clichés sur Marseille, et l'un d'entre eux est l'Olympique de Marseille. Donc il y a trois beaux livres qui sont sortis récemment et qui sont donc dans les librairies pour les fêtes. Je vais commencer par, je ne vais pas faire de hiérarchie, mais celui-là je l'aime particulièrement parce que c'est une BD qui s'appelle donc l'Olympique de Marseille, un club, une légende. C'est fait par Jean-François Pérez qui est devenu il y a peu chef des sports d'Europe 1, qui est un Marseillais exilé à Paris, après avoir fait une longue carrière qui est passée par RFI, par CNews et autres. Et c'est dessiné par Christopher, qui est un BDS qui habite Gréasque, donc il est vraiment pas marseillais. C'est un Provençal, mais les deux sont des fans indécrottables de ce club. Et ils ont vraiment fait un boulot de recherche assez incroyable. Donc c'est un bouquin qui vaut non seulement en tant que BD, parce qu'il est bien dessiné, ils ont fait des recherches vraiment assez étonnantes, parce qu'il a fallu trouver toute l'iconographie ancienne, etc. Il y a des questions qu'on ne se posait pas, mais moi j'ai un peu, parce que je les connais bien, participé à leur donner des conseils, et Christopher, par exemple, le dessinateur, ne trouvait pas les couleurs de maillot d'avant la photo couleur, par exemple. Il aura fallu vraiment chercher très loin en arrière. En plus, l'OM a toujours un maillot blanc, possiblement avec du bleu, mais quelle était la couleur du bleu? Donc ils ont vraiment fait des recherches très poussées pour trouver, même du point de vue visuel, que tout soit juste dans ce livre. Et c'est vraiment pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'Olympique de Marseille, mais aussi à l'histoire du football et aussi à l'histoire de Marseille. C'est un genre de somme, avec en plus le côté ludique de la BD. Alors le deuxième bouquin que je vous présente, c'est un bouquin de Mario Albano. Mario Albano, pour les lecteurs de la Provence et les gens qui s'intéressent à l'OM, c'est aussi une légende à lui tout seul. Il couvre l'Olympique de Marseille depuis des décennies pour la Provence. Il était avant au Provençal et maintenant à la Provence. Et Mario, c'est aussi un puits de science sur ce club et un passionné total de cette équipe. Et donc il nous présente aux éditions Gossen les grands buteurs
de l'Olympique de Marseille. Donc, si je pose la question à la cantonade, quel est la cantonade sans jeu de mots, quel est le plus grand buteur de l'histoire de Marseille, quel est le joueur qui a marqué le plus de buts dans l'histoire du club? Point de Cruyff. Cruyff. Bah, en tout cas, c'est ni Jean-Pierre Papin, ni Joseph Skoblar, ni des gens un peu plus connus. C'est un joueur suédois qui s'appelait Gunnar Andersson. Et c'était pas si loin, c'est ça. C'était un peu au nord. Ouais. Et Gunnar Andersson, qui était un personnage assez étonnant, et donc il l'évoque avec pas mal d'émotions là-dedans. Gunnar Andersson, qui est mort dans la misère. Enfin, il est, pour ceux qui connaissent Marseille, il a connu une gloire assez incroyable. On l'appelait 10h10 parce qu'il marchait un peu en canard comme ça. Et il a eu un destin assez. Ce qu'il a préféré à Marseille, il s'est très vite intégré, mais son péché mignon, ce qu'il adorait dans cette ville, c'était le pastis. Et malheureusement pour lui, il en est mort. Et on l'a retrouvé mort au début des années 70, rue Sainte, au pied de ce qui était à l'époque le siège du Provençal, un soir de match de Coupe d'Europe, où il est mort de froid dans la rue après avoir un peu abusé du pastis. Donc c'est un destin assez tragique. Et en même temps une histoire assez incroyable, celle de Gunnar Andersson, il y en a plein d'autres. Tout ça vous l'avez dans les grands buteurs de Marseille, de Mario Albano. Et enfin pour finir, le stade passionnément, un bouquin donc de Chancelo et Fiorito. Je les présente un peu comme Herman Spirito, mais ce sont aussi deux journalistes de la Provence qui sont très bien connus, des amateurs de l'Olympique de Marseille. Donc c'est un très beau livre de photos et de textes sur donc 1937-2017, sur ce stade, pas comme les autres, qui est le stade Vélodrome, comme son nom l'indique. Il a commencé aussi par être un vélodrome qui a été donc conçu en 1937 pour la Coupe du Monde de foot de 1938, qui a eu lieu l'année suivante. Et donc toutes les histoires, les petites et les grandes histoires du stade sont racontées là. Juste une petite chose pour les sorties. Vous avez un petit ouvrage qui s'appelle Mystère de Plume. C'est édité par une association qui s'appelle Plume de Gabian. Vous avez 7 écrivains marseillais, Janine Anziani, Nicole Delors, Paul Pisapia qui est ici présent dans la salle, j'ai vu qu'il est arrivé, Martine Clocheur, Hélène Echinard, Florence Bremier et Chantal Blanc qui ont sorti des petites nouvelles dont le thème est le thème du mystère. C'est le 4e ouvrage, vous pouvez le trouver sur internet ou auprès directement des auteurs. Ce sont des nouvelles qui sont très bien construites. Autre chose, tout à l'heure tu parlais effectivement d'Henri Frédéric Blanc, viennent de sortir, sont en train de sortir aux éditions qui s'appellent Titanic Tourski, le théâtre du Tourski, 2 petits ouvrages que j'ai bien aimés. Henri Frédéric Blanc, c'est Merde à Shakespeare. Je vous le recommande, ce petit ouvrage. Je ne sais pas si Gilles, toi tu as eu l'occasion de le lire ou pas. François, tu le liras, c'est bien. Et puis un autre d'un auteur qui s'appelle Jean-Pierre Cramoisan, c'est Merde à Duchamp. Alors là, il décortique un petit peu l'art, cet art moderne, entre guillemets, qu'on nous vend depuis Marcel Duchamp. Donc 2 petits ouvrages très, très intéressants à lire. Pour cette première partie, merci François. On va laisser la place donc à Michel Delage. Il y a une quinzaine de jours, il y avait le carré des écrivains. Rappelez-moi qui a obtenu le prix cette année, le prix des Marseillais? Devinez. Devinez qui a obtenu le prix des Marseillais? François Thomazeau. François Thomazeau. Ah là 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 là. Non, son ouvrage n'est pas là, mais il a été tellement vu, on le retrouvera, il est là-bas de toute façon. C'est l'ouvrage qui est sorti Marseille Confidentiel. Il doit normalement être présenté avec un petit bandeau, comme il semble que François a reçu cette année le prix des Marseillais. Un prix tout à fait honorifique parce qu'il n'est accompagné d'aucun subside, mais il a la faveur des gens. Et donc François était évidemment au carré des écrivains, comme nous-mêmes, moi et les gens qui ont collaboré avec moi pour réaliser cet ouvrage sur l'histoire de Marseille et son littoral. Oui, il vaut mieux que vous le preniez parce qu'il est assez lourd. Alors évidemment, ce n'est pas un roman, c'est un de ce qu'on appelait avant un catalogue qui accompagne une exposition. Tous les ans, depuis bientôt 15 ans, le carré des écrivains qui s'installe pour une semaine ou 15 jours décide
d'un thème d'exposition sur un sujet qui a trait à l'histoire de Marseille, puisque le comité du Vieux-Marseille fait de la défense du patrimoine sous toutes ses formes son activité principale. Alors nous défendons le patrimoine au travers de manifestations quand quelque chose est en danger de disparaître. Comme nous n'avons pas toujours beaucoup de réussite, comme en témoigne là, ce qu'on a appelé l'affaire de la carrière antique de la Corderie. En tout cas, quand nous ne pouvons pas sauver le patrimoine, nous essayons d'en conserver la mémoire, à travers donc des ouvrages que nous éditons et des expositions qu'accompagnent ces ouvrages. J'aurais pu donc, il y a 2 ans, rajouter aux histoires du sport le catalogue de l'exposition sur l'histoire du sport à Marseille. C'était l'année du sport, de la capitale européenne du sport, et nous avons donc fait une exposition sur l'histoire du sport. L'année dernière, c'était l'histoire de la Canebière, parce que Marseille s'est aperçu qu'il y avait 90 ans que la Canebière portait ce nom-là, ce nom complet, parce qu'elle a existé d'abord, la rue Canebière a été une petite partie de ce qui est l'actuelle Canebière. Et cette année, donc, nous avons attaqué l'histoire du littoral, avec toujours le souci d'évoquer le patrimoine, ce qu'il reste de tout ce que le littoral a pu connaître, ce littoral qui compte 50 km maintenant. À l'époque antique, il en aurait compté 10 fois plus, parce que Marseille, ville antique, avait des colonies depuis Nice jusqu'en Espagne. Heureusement pour nous, le littoral actuellement ne fait que 50 km et ça nous a déjà donné beaucoup de travail, mais nous nous sommes mis à une dizaine pour réaliser donc une histoire, nous semble-t-il, assez complète. Nous n'aurions pas pu faire davantage parce que c'était déjà très lourd et nous avons évoqué donc ce que le littoral révèle de l'histoire de Marseille. Le littoral comporte des restes de ce que Marseille a installé pour défendre sa ville et son littoral, toutes les fortifications, depuis les fortifications antiques et puis les fortifications de François Ier, d'Henri IV, de Louis XIV, et puis maintenant, depuis le récent qui était les fortifications des dernières guerres. On va remontrer une nouvelle fois l'ouvrage qu'on trouve dans toutes les librairies. Il est ici disponible chez Maupetit, vous le retrouvez sans problème. Voilà, Maupetit qui depuis 2 ans est le partenaire de l'exposition au Centre Bourse, et le livre se trouve évidemment chez Maupetit. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, je vous présente ce petit ouvrage que tous les ans depuis qu'il existe, ça s'appelle 13 à table, c'est un petit recueil de nouvelles. Il y a, je crois, cette fois-ci, d'ailleurs ils ne sont pas 13, mais ils sont 14 écrivains, des grands noms, Maxime Chatham, Giacometti, Karine Jebel, Philippe Génada, etc., Leila Slimani. 14 nouvelles autour de la fête. Tous les ans, ils sortent un petit recueil comme ça qui s'appelle 13 à table, ça vaut 5 €, ça permet au Resto du Cœur, pour chaque livre acheté, 4 repas distribués. Faites ce petit geste tout à fait humain. Je voudrais parler de 2 choses. Je voudrais parler d'un... Alors, en fait, c'est pas ce roman, cet ouvrage que je vais vous présenter, mais je voudrais parler de cet éditeur. En fait, à Marseille, il y a une maison d'édition qui s'appelle Camion Blanc. Alors, la maison d'édition, elle n'est pas marseillaise, elle est à l'origine, ils sont nés à Nancy, je crois, en 1992. 2 copains qui avaient monté cette maison d'édition autour du rock, du punk, du grunge, toutes ces musiques un petit peu folles. Mais j'en parle parce qu'en fait, depuis quelques années, c'est un libraire marseillais qui a repris la direction éditoriale. C'est un garçon qui s'appelle Dominique Franceschi, qui est responsable de librairie chez nos amis de Prado Paradis. Ils ont plus de 400 titres à leur catalogue. C'est un très 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 beau catalogue. J'espère qu'un jour on recevra Dominique, ou qu'on fera peut-être une émission décalée. On ira le filmer.
Là, c'est un numéro sur Bruce Springsteen qui est sorti il y a à peu près un an. Le prochain qui sort là ces jours-ci, c'est un How a Band Could Be Your Life, qui est consacré donc à la fin de la scène punk hardcore aux États-Unis. Peut-être que François pourrait en parler un peu plus, c'est les débuts du grunge. Donc, et un autre qui va sortir sur Led Zeppelin. Donc voilà, un gros catalogue de rock qui prend naissance ici à Marseille, puisque Louis Franceschi est à Marseille. Quand on parle musique, systématiquement, et chaque fois qu'il y a un numéro qui sort, je sais que certains n'aiment pas, mais je me fais plaisir. Il y a un nouveau Frank Zappa qui vient de sortir. Alors là, voilà, ça c'est mon petit bébé, ça s'appelle Les Aventures Extraordinaires. C'est au Castor Astral, qui est une très bonne maison d'édition. Christopher Delbrook. Alors là, ça va sortir en plusieurs. C'est l'acte 1. Donc, pour les amateurs de Frank Zappa, et je sais qu'ils sont très 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 nombreux, Les Aventures Extraordinaires de Frank Zappa. J'ai fait une petite digression comme ça sur le rock et sur d'autres choses. Je vais vous parler donc des premiers romans que j'ai sélectionnés. J'en ai quelques-uns. J'ai essayé au début de n'avoir qu'un seul coup de cœur, mais c'est difficile parce que il y a beaucoup de choses qui sortent. Ben, c'est un thème un petit peu politique aujourd'hui. Ça s'appelle Le Miel du Lion. C'est sorti chez Albin Michel dans une collection qui s'appelle Terre d'Amérique. J'aime bien tous ces ouvrages qui se passent aux États-Unis, pas parce que j'aime les États-Unis, mais justement parce qu'on donne une autre vision des États-Unis. Là, en fait, cet ouvrage, il nous parle tout simplement au début des années 1900, en Virginie, dans les forêts de Virginie, ces grandes sociétés qui ont investi les forêts de la Virginie, là en l'occurrence, mais de beaucoup d'endroits aux États-Unis. Ils ont fait venir qu'on appelle ça des forestiers, des forgerons, des bûcherons. Des bûcherons, c'est mieux pour couper les arbres. Ces bûcherons sont venus de l'autre bout du monde, croyant trouver un monde meilleur pour travailler. Et en fait, très très vite, ils se sont rendus compte que finalement, ces grosses sociétés, exploitation de l'homme, déforestation en outrance pour des profits, pour des gros capitaux. C'est un thème qui est encore aujourd'hui toujours le même. Effectivement, cette société capitaliste qui détruit plus l'homme et la nature qu'elle ne lui fait du bien. Des paysages superbes, un texte à la fois noir mais très 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 beau. Les bûcherons se sont réunis ils s'appelaient les loups de la forêt et ils ont commencé à créer des syndicats non reconnus bien sûr. Et donc c'est toute cette lutte d'être humain contre la machine capitaliste. Un autre ouvrage que j'ai bien aimé, que j'ai sélectionné, qui s'appelle Organigramme. Alors là, Organigramme, c'est chez Hugo Thriller. Jacques Ponce est son auteur. Là aussi, on est un petit peu dans un thème effectivement actuel, puisqu'en fait, on est dans les milieux de la mode, les milieux de la haute couture. Ça se passe dans une grande maison de haute couture avec ces méthodes inhumaines où le collaborateur, la personne n'est pas reconnue, mais c'est le profit avant tout, c'est la vente. Et ben voilà, il n'y a pas de place pour l'être humain. Il faut que ça cadre, il faut que ça aille. On va de réunion en réunion. Quand quelqu'un ne va pas, ben on le met de côté, on le renvoie, on le licencie. Donc c'est plein de burn-out, c'est plein de misère humaine dans cette société qui vend du luxe, qui vend de la beauté. Derrière, il n'y a pas que de la beauté. Et là, en fait, l'auteur Jacques Ponce est parti sur lui-même, il a travaillé là-dedans dans la haute couture. Et c'est une espèce de thriller, sans être un vrai thriller. Ils organisent un séminaire au Maroc et au cours du séminaire, pour les cadres dirigeants, ils organisent ce séminaire. On découvre un cadavre et puis les gens commencent à recevoir sur leur smartphone des images un petit peu de corps et de scènes violentes et de scènes de sexe. Et donc apparemment quelqu'un veut essayer de faire tomber la direction, de faire tomber la société. Il va donc y avoir une enquête interne, mais bon voilà, c'est très intéressant parce qu'on avait il y a quelques années effectivement avec les sociétés de téléphonie, etc., ces grandes sociétés où les gens sautent par la fenêtre, ben là vous avez un petit peu raconté, c'est dans le milieu de la mode, il y a aussi beaucoup à dire. Les illusions, c'est chez Sonatine. Ben là c'est une histoire sur des rapports entre deux femmes, c'est un roman sur la manipulation. Je rentre pas dans le détail, mais deux sœurs, il se trouve qu'elles sont jumelles. Une a plus ou moins réussi, elle est dans le cinéma. L'autre, elle vit de petits boulots, elle fait des petites choses à côté. Elle est sûrement, on le découvrira petit à petit, elle est sûrement très jalouse de sa sœur.
Et en fait, elle se rend compte que sa sœur est manipulée par l'homme avec qui elle vit, qui est un homme assez riche, et qui veut essayer de s'occuper de la carrière de sa sœur. Elle découvre que sa sœur apparemment est battue, mais sa sœur n'ose pas en parler, donc elle essaye petit à petit d'en savoir un peu plus au niveau de sa sœur, et elle essaye de démonter les manipulations que vit sa sœur. En fait, on découvre que le compagnon de sa sœur qu'elle va épouser meurt d'une crise cardiaque. Les deux sœurs essayent de se rapprocher, et à partir de là, on rentre dans un jeu de manipulation, mais la question c'est qui manipule qui? Est-ce que c'était finalement le manipulateur, c'était celui qui est décédé? Est-ce que c'est pas la sœur? Est-ce que ce sont pas les réseaux sociaux, parce que la sœur qui veut avoir des renseignements va sur les réseaux sociaux? Donc voilà, tout un jeu de manipulation, c'est bien écrit, c'est des petits chapitres courts, très bien montés, très bien menés. Et pour finir, je vais vous parler de... Alors oui, je vais vous présenter comme mon coup de cœur. Alors là, c'est un premier roman que je trouve assez éblouissant, qui est un roman d'une jeune femme qui s'appelle Melissa Scrivener-Love. Ça s'appelle Lola, chef de gang, et c'est chez Le Seuil, dans la collection Thriller. Alors, Melissa Scrivener-Love, elle est scénariste sur Les Experts, scénariste sur Person of Interest, pour ceux qui aiment ce genre de feuilleton. On retrouve tout à fait les codes des feuilletons et voilà, comment fonctionnent les feuilletons, parce que c'est très bien. Là, on est dans le Los Angeles noir, le Los Angeles des gangs. Et effectivement, donc, il y a plusieurs gangs, dont un gang qui s'appelle les Crenshaw Six, puisqu'ils sont 6. Ce sont des latinos. Voilà, il va arriver plein d'histoires. Mais ce qu'on découvre surtout dans ce roman, c'est qu'en fait, dans les Crenshaw Six, celui qui dirige le gang des Crenshaw, en fait c'est elle, c'est Lola, c'est une chef de gang, c'est une jeune femme qui est ambitieuse, qui a subi dans sa jeunesse beaucoup de violences sexuelles, qui a été prostituée par sa mère, parce que sa mère avait besoin de se payer ses doses d'héroïne et de drogue, donc elle prostituait sa fille pour pouvoir avoir un peu d'argent, et c'est un peu une vengeance. Alors c'est pas un roman féministe, mais c'est un roman qui montre que quand les femmes veulent, elles peuvent elles aussi avoir... voilà, il n'y a pas de poste interdit aux femmes, et même celui de chef de gang. Et elle profite du fait que justement, comme elle est une femme, qu'elle est soi-disant en retrait, c'est plus facile pour elle d'agir, puisque officiellement, elle n'est rien, elle n'existe pas. Pour les autres gangs et pour la police, pour tous ces trucs-là, on ne va pas penser que c'est elle qui en fait dirige le... Voilà. Donc je vous recommande. En plus, voilà, moi j'aime bien effectivement, tout à l'heure je disais, quand c'est aux États-Unis, j'aime bien quand on montre une Amérique sale, une Amérique un peu crasse, qui est en fait plutôt l'Amérique profonde, la vraie Amérique, pas celle qu'on nous vend aujourd'hui. Mais je vous invite à lire ce premier roman, Melissa Scrivener-Love, Lola, chef de gang. Gilles Ascaride, Zoé. Alors, bon, je vais faire un petit pitch rapide, c'est ce qu'on appelle le pitch, hein, puisque tu veux. Ouais, voilà. C'est difficile à pitcher, ce bouquin, c'est un petit bouquin. Alors, Zoé, c'est la tante Zoé. On est à Marseille, on a parlé tout à l'heure de littérature marseillaise, on a parlé d'over-littérature, on a parlé donc cette over-littérature qui est une manière de réécrire Marseille et de réécrire la littérature marseillaise, tout en aspirant à une forme d'universalité, n'est-ce pas? Et alors, la question un peu incongrue, ça c'est aussi un acte ouvert littéraire de se poser des questions incongrues, c'est cette tante Zoé qu'on évoque en passant de ci de là dans la trilogie de Pagnol. Qui est-elle vraiment? Parce qu'on en parle, visiblement elle a fait quelque chose d'inacceptable, on entend dire si tu continues tu finiras comme la tante Zoé, mais qui est la tante Zoé? Gilles a eu l'idée incongrue donc, mais assez réjouissante au final, d'incarner cette Zoé et de la faire parler. Et donc, ce livre, c'est une forme d'autobiographie parlée, puisqu'on peut le dire, c'est un texte, je le disais tout à l'heure, c'est un texte qui est fait pour être lu, pour être déclamé. Si on voulait bien faire, en fait, tu le prendrais, tu le lirais. Bon, l'émission serait un peu longue, mais voilà, c'est une forme de déclamation, de cri du cœur dans laquelle Zoé, qui parle à son chat, va raconter sa vie. Alors, Gilles, dis-nous, qui est Zoé? Théoriquement, je n'ai pas le droit de le dire. Oui, parce que je suis sous une fatwa qui m'interdirait de dire qui est vraiment Zoé.
parce qu'il a fallu négocier tout ça, et donc il y a un écrivain dont je ne peux pas parler, est-ce que je me fais comprendre, hein? Un écrivain espagnol. Espagnol. Bon, voilà, enfin, tout ça pour vous dire que, effectivement, ce texte, on m'a demandé d'en parler sans jamais faire allusion à l'espagnol et à sa trilogie, et c'est impossible, tant pis, hein, donc je cours le risque de tous les procès, mais... Non, tu peux le faire parce que le seul personnage qui porte son vrai nom dans ce texte, c'est Zoé. C'est Zoé. Parce qu'on a des personnages inconnus, Marcus, voilà, Césaire. Marcus, Fanelli, Césaire, hein, Maître Banis, On les a absolument pas. Escartebrigue. Tout à fait. Voilà, donc, mais ça a été imposé, hein, parce que le texte originel, c'était les personnages de la trilogie, parce que moi j'avais décidé de ne pas tricher. Et je ne sais pas comment cette idée m'est venue, mais surtout, je n'ai toujours pas compris comment elle n'était pas venue à quelqu'un d'autre avant moi. Parce que cette satanée Zoé, qui est une Arlésienne, puisqu'on en parle toujours et qu'on ne la voit jamais, et qu'elle sert à des tas de choses, entre autres repoussoir. Hein, L'Arlésienne de Marseille. c'est l'Arlésienne de Marseille. J'ai passé la trilogie dont il ne faut pas dire le nom au tamis. D'accord? Et tombe les bouts de Zoé. Puisque on parle de Zoé essentiellement dans le tome 1 et le tome 3. D'accord? Et moi je me suis dit, ben, je vais écrire le 4e tiers de la trilogie. Donc premier point, fidélité absolue au texte de l'auteur espagnol, et c'est-à-dire en reprenant à 100% ce qu'il dit, ou ce qui est dit. Hein, c'était une petite fille gentille, qui, etc., bon, qui travaillait à la fabrique des allumettes, point. Ensuite, elle a fauté avec un matelot, et donc le matelot, elle a fauté avec un matelot, oui, il a fauté, mais en plus il l'a pas marié, il l'a abandonné. Donc troisième point, Zoé, du coup dégoûtée des hommes, ne s'est jamais prostituée, contrairement à ce qu'on pense. Mais enfin, elle a jeté son bonnet par-dessus les moulins, voilà. Elle s'y entendait pour faire danser les vieux pantins, et dans, je crois, le 3e tiers de la trilogie qu'il ne faut pas nommer, la mère de celle qui a fauté mais qui s'est réparée en épousant un vieux dit: ta tante Zoé m'a écrit, elle veut qu'on se réconcilie parce qu'elles sont fâchées. Hein, donc les deux sœurs qu'on voit, allez, on va parler, Honorine et Claudine, sont fâchées avec Zoé qu'on ne fréquente plus. C'est pas Honorine, hein, là c'est Honorade. Oui, c'est Honorade. Mais bon, là pour en revenir à la trilogie dont il ne faut pas dire le nom, elle dit un truc absolument terrible à la sœur aînée. Elle dit, elle est rangée, elle habite à Bourges dans les brumes du Nord, elle est riche, elle est mariée, elle est au mieux avec les curés, elle est la marraine des pénitents noirs, et elle brode des nappes d'autel. Donc, elle propose qu'on se réconcilie, puisque tout le monde maintenant est rangé. Hein. Et la sœur aînée dit, oui, si elle brode des nappes d'autel, c'est certainement des nappes d'autel meublées. Là, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est l'auteur espagnol. Hein. Donc, c'est vous dire, pour moi, en disant ça, l'espèce de violence qu'il y a contre cette femme. Terrible. Si oui, j'ai fait un deuxième arrangement qui est que lorsque on lit cette trilogie, lorsqu'on la regarde, elle n'est pas datée. Elle n'est pas datée, il n'y a pas de date. On ne sait pas exactement quand ça se passe. Bon. Par contre, ce que je sais, c'est que Marius, c'est 1930, Fanny, c'est 32, et César, qui est supposé se passer 20 ans plus tard, ben, c'est 36. Donc en fait, moi je me suis dit, 32 et 20, ça fait 52, et pas 36. Donc, j'ai tout relissé, moi je l'ai remis dans l'histoire. C'est-à-dire que si on fait les comptes, Zoé, elle est née, j'allais dire comme ma grand-mère, à la fin du 19e siècle. Donc, je raconte ça. Enfin, Zoé raconte sa vie, puisque
Ça commence, elle habite dans un petit appartement de la plaine, toute seule, et elle vit avec son chat qui s'appelle Pompon, évidemment. Il s'appelle Pompon. Ça, on ne peut pas me l'enlever. Il y a 3 trucs. Bon, Zoé, ça a été accepté par la famille de l'espagnol pour que ça continue de s'appeler Zoé, sinon là c'était mort, hein, je ne pouvais pas rien faire. C'était appelé Rita. Bon. Donc Zoé, c'est resté. Je me suis servi de Pompon. Je me suis servi du bar de la Marine, parce que ça, le bar de la Marine, ça n'appartient à personne, si sinon propriétaire du bar de la Marine. Il existe le bar de la Marine. Même voilà. Si tu sais qu'à l'origine, en fait, le bar qui s'appelle le bar de la Marine ne s'appelait pas du tout comme ça. Il se trouvait d'ailleurs, quand tu regardes dans les films, de l'autre côté du vieux port. Mais peu importe, il y a un bar de la Marine qui existe. Voilà, donc, non, parce que même mon éditeur, mais tu ne crois pas que le bar de la Marine, j'ai dit non, ça je ne lâche pas, le bar de la Marine, ça n'appartient pas, il n'y a pas d'ayant droit du bar de la Marine. Hein. Bon. Le roman commence comme ça, au récit, Zoé reçoit un faire-part, et sa sœur, Honorade, est morte. Est morte. On est en 1952 à Marseille, et la question c'est, elle n'a pas eu de contact avec sa famille depuis le lendemain de la guerre de 14, les années 20, et est-ce qu'elle va aller à l'enterrement? C'est la première fois qu'elle reçoit, est-ce qu'elle va aller à l'enterrement? Puisqu'il y a la date, le 10, c'est demain. Il y a la cérémonie funéraire doit se tenir à l'abbaye Saint-Victor le lendemain. Et donc elle discute avec son chat, et en discutant avec son chat, Pompon, eh bien, elle explique à son chat pourquoi elle se retrouve dans cette situation. Donc cette situation, c'est, si vous voulez, celle d'une... Ça démarre, évidemment, sur ce qu'on sait, sur ce que nous a dit l'Espagnol, c'est-à-dire qu'effectivement, elles sont 3 sœurs, hein, et que c'est la plus jeune, et c'est la plus jolie. Elle ne ressemble pas à ses sœurs, elle voulait être institutrice, elle aimait les études, elle aimait aller à l'école, mais ben voilà, l'année avant de passer le certificat d'études, eh ben, son père l'enlève de l'école pour l'envoyer travailler aux allumettes. Mais elle, ce qu'elle ne voulait pas, elle préfère pour ça, elle ne voulait pas être poissonnière. Voilà, elle ne voulait pas être poissonnière comme sa sœur aînée, elle ne voulait pas être comme sa mère, parce que moi j'ai inventé, évidemment, que la mère était poissonnière, c'était une dynastie comme ça se faisait souvent, hein, de poissonnières, et que donc, et puis arrive cette histoire où c'est une jeune fille, une jeune femme qui se retrouve à vivre avec ses sœurs parce que ses parents se noient. Et là, c'est un petit clin d'œil, parce que ses parents, je dis, s'appelaient Daniel et Marie-Jo. Alors, je ne sais pas ceux qui ont vu Marie-Jo et ses 2 amours, pour faire plaisir à mon beau-frère. Je les ai fait se noyer, à bord de leur bateau, le Pitalus. Ils se noient, donc elle se retrouve orpheline, et donc elle va vivre avec sa sœur aînée. Les 2 sœurs cadettes vont vivre avec la sœur aînée, qui s'est mariée avec le Frisé. Oui, avec le Frisé, avec qui elle n'a fait pas qu'avant les rameaux, bien évidemment. C'est très fidèle, hein, moi. Mais bon. Et un soir, ben, c'est une fille qui aime danser, qui aime s'amuser, elle va danser au bal du 14 juillet, à la place aux Huiles. Et bon, ben, elle danse avec un matelot espagnol qui la ravit. Et bon, ben, ce matelot lui dit, écoute, je vais repartir, je suis embauché sur un paquebot qui va aller à Malaga. Lui, il est de Séville. Je t'enlève. Tu pars avec moi et on se marie là-bas. Toute ma famille est à Séville. On ira se marier à Séville. Et comme elle dit, je me voyais déjà faire Carmen. Bon. Et bon, ben 31-32, quoi, puisqu'ils vont prendre le bateau et qu'ils vont s'en aller. Hein. Ils font aussi Pâques avant les rameaux, sauf que le Felipe, il s'en va tout seul et il la laisse. Voilà. Donc, vous imaginez la suite. La suite, ce n'est que conflit avec ses sœurs. Et là, j'ai commencé évidemment à inventer. Hein. Ce n'est que conflit avec ses sœurs. Et je crois que, si vous voulez, ce qui m'a beaucoup plu, c'est d'abord d'essayer. J'avais déjà fait l'exercice avec ma pièce Mademoiselle Espérance, où j'ai écrit ça pour une femme. Mais là, quand on dit Madame Bovary, c'est moi, c'est quand même un peu vrai.
Et donc d'arriver à se mettre dans la peau d'une femme qui est née à la fin du 19e siècle et qui va se battre comme une chienne pour vivre comme elle veut et ne pas subir. Parce qu'évidemment, ses sœurs lui disent bon, ben, faut que tu te maries. Hein, donc on essaie de lui trouver un mari et elle dit mais j'en veux pas. Je n'en veux pas. Il y a beaucoup trop d'hommes pour que j'en prenne qu'un seul. Et au contraire, je veux dire, plus on l'emmerde, je crois, plus ça lui fait découvrir. En plus, comme elle dit, quand elle est allée au lit avec Philippe, ben, elle dit, ben, je me suis régalée. Hein, elle va dire, mon Dieu, c'était terrible, j'ai subi. Elle s'est régalée, et elle a ouvert les yeux là-dessus, et bon, eh ben, elle en croque, quoi. Et effectivement, elle va avoir une vie tout à fait étonnante. Elle va pas conquérir Madagascar, hein, mais elle va avoir une vie qui effectivement, je dirais, n'a pas ressemblé certainement à la vie de ma grand-mère ou à la vie de ma mère, hein, ou à la vie de ses sœurs, ou même à la vie de sa nièce, qui a subi, alors qu'elle va essayer à un moment de la tirer de là. Alors là, je fais une petite incise vers la fille du puisatier, c'est-à-dire qu'à un moment, elle ne peut plus rester à Marseille, parce qu'on lui fait une vie épouvantable, hein, et qu'elle n'en peut plus. Donc elle dit, parce qu'après elle va travailler, elle quitte ses sœurs, elle va travailler dans un magasin de fleurs, mais la guerre de 14 éclate, et donc pour elle, la guerre de 14, c'est des couronnes, des gerbes, des couronnes, des gerbes, des couronnes, des gerbes. Et des soldats. Et les soldats. Hein, c'est-à-dire qu'il y a tous les bataillons de la coloniale, les Sénégalais, les Algériens, les Anamites, tout ça arrive à Marseille, et comme elle dit, je leur donnais du courage, je ne me suis jamais fait payer, quoi. Je savais qu'ils allaient aller dans l'enfer, et donc elle est très accueillante avec tous ces soldats. Et puis finalement, elle décide de quitter, je ne vais pas tout vous raconter, hein, mais elle décide de quitter Marseille pour aller pas loin, mais... à Fréjus, et là j'ai inventé. Voilà. Et donc à Fréjus, elle va être serveuse dans un bistrot de soldats de la coloniale. Et donc elle va avoir toute une vie comme ça, complètement différente. Elle va se marier avec un vieux pharmacien qu'elle éblouit et qui lui demande sa main, qui est un pharmacien de Bourges. Et elle se dit, je suis seule, on t'a élevé l'enfant, j'en peux plus, j'ai attrapé la quarantaine, elle dit, bon, où je vais au tapin, et elle épouse ce pharmacien. Et là-dessus arrive le Front Populaire, bien évidemment. Parce que tu nous racontes, en fait, c'est l'histoire de Zoé, il y a un côté, ouais. Tu nous racontes l'histoire de Marseille. En fait, oui. Zoé, c'est un peu Marseille raconté par l'autre bout de la lorgnette que l'écrivain espagnol que tu ne cites pas. Voilà, c'est-à-dire, si vous voulez, parce que, par contre, mes références historiques sont toutes vraies et toutes justes, alors que, si vous voulez, en ayant passé la trilogie dont on ne dit pas le nom au tamis, il y a une seule référence historique dans toute la trilogie, c'est quand Panis est en train de mourir, il dit « L'enfer, j'en ai pas peur, je l'ai déjà vu à Verdun ». C'est la seule référence, donc on se dit « Tiens, il a fait la guerre de 14 ». Mais sinon, personne, il n'y a rien, aucune référence historique, ni rien du tout. Voilà. Pour éviter que tu racontes de tout et qu'après le lecteur dise « Bon, mais puisqu'il a raconté le bouquin, je vais l'acheter », ce qui serait idiot. Vous voulez savoir comment ça finit? Ben, elle ne meurt pas à la fin, voilà. Non, mais deux choses. Donc, deux choses. D'abord, on retrouve ton côté iconoclaste et ton côté défenseur j'allais dire, de la veuve de l'opprimé, en l'occurrence. C'est plutôt c'est pas vraiment la veuve, même de la femme. De la femme qui n'obéit pas aux règles, surtout de l'époque. Hein. Et la deuxième chose, je te l'ai dit quand tu es arrivé, c'est un texte qui est fait, on connaît ton talent, ton métier aussi de dramaturge, enfin d'écrivain de théâtre. C'est un texte qui est fait pour être déclamé, pour être lu à voix haute, j'allais dire, parce qu'elle parle, c'est vraiment un personnage qui parle, qui s'exprime avec une grande oralité. C'est ce que tu partages avec Henri-Frédéric Blanc, cette manière d'utiliser la langue marseillaise, c'est bien ça, pour en faire quelque chose qui dépasse un peu tout ça. Est-ce que tu vas le déclamer, ce texte? Est-ce que tu vas en faire une représentation publique? Et si oui, est-ce que tu seras Zoé? Je vais répondre, puisqu'il peut y avoir des espions dans la salle qui savent déjà la vérité. Je vais vous faire une confidence, mais qui est drôlement, moi qui m'a fait drôlement réfléchir. C'est vrai que pour moi, ce texte, je ne suis pas un homme, est vraiment un texte de
entre autres, enfin, qui est drôle, etc., mais c'est un texte de combat aussi, hein, de femmes, parce que je trouve que l'histoire de la trilogie est un drame absolument épouvantable, même si on rit tout le long, hein, que la place des femmes là-dedans, c'est une horreur. Et puis moi, ces femmes, je les ai connues, quand je parle de ma grand-mère ou de ma mère, ça ressemble plus aux femmes de la trilogie. Par contre, j'avais une tante, qui doit toujours vivre, qui doit avoir 90 ans, dont je me suis inspiré pour écrire ma pièce Mademoiselle Espérance, parce qu'elle était chanteuse d'orchestre. Et il y avait une tante, qui est une très belle fille, très très belle fille, et qui a vécu olé olé. Bon, moi j'adorais cette tante, hein, d'abord parce que vraiment elle était belle comme tout, mais en plus, je veux dire, elle n'en a fait qu'à sa tête, elle s'est mariée 4 fois, je crois, elle a accumulé les amants, etc. Mais elle n'en a fait qu'à sa tête. Donc, moi j'avais envie de parler pour ces femmes-là. Hein. Alors, je m'attendais un peu sottement, je dois dire, pour dire que l'abîme des femmes pour un homme est absolument sans fond, immense. Je m'attendais à ce que des comédiennes veuillent s'emparer de ce texte et le brandir. Et bien, je me suis cassé le nez. Voilà. C'est-à-dire que je l'ai proposé à 5 comédiennes différentes qui ont toutes refusé. Toutes refusées. Et alors avec à mon avis, des arguments, jamais sur la qualité, hein, je ne dis pas ça, sinon vous n'allez pas acheter le livre. Non, mais je veux dire, le problème n'a jamais été sur la qualité du texte, mais toujours sur des choses qui, à mon avis, étaient irrecevables. Je suis trop jeune pour jouer ça, j'ai pas encore l'âge, je le sens pas. Et moi, je suis resté comme un con, il n'y a pas d'autre mot. Je me suis dit, ça alors, les femmes qui ont des combats, qui ont des machins, quand je leur donne un P38, elles ne tirent pas. Donc, en désespoir de cause, et pas en désespoir de cause, j'ai eu la chance de discuter de ce texte avec un ami à moi qui est metteur en scène, et qui m'a dit, c'est-à-dire, je veux dire, au mois de juillet dernier, à Septembre-les-Vallons, capitale mondiale de l'over-littérature, m'a demandé d'en faire une lecture publique. Il y avait ce jour-là 60 personnes, il y avait, allez, presque 90% de femmes. Ça a marché. Il y avait des femmes qui étaient en larmes dans la salle. Ouais, franchement, j'ai vu des femmes qui pleuraient, etc. Bon. Et je me suis dit, quand même, ça veut dire que ça leur parle. Parce qu'on n'est pas venu me dire, qu'est-ce que tu racontes, c'est quoi ces conneries, tu sais pas ce que c'est une femme, etc. Au contraire, hein, on est venu me dire, qu'est-ce que c'est formidable, quoi, vous parlez de nous. On est venu me dire, est-ce que vous êtes disponible le 8 mars 2019 pour la journée des femmes, pour faire une lecture de Zoé, etc. Tout de suite, j'ai dit oui, etc. Et mon ami metteur en scène qui était là, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes? Puisqu'elles ne veulent pas, on va le faire nous. Et effectivement, comme je vous le dis, donc au mois d'avril, il y a le 5e festival Over Littérature, les 27, 28 et 30. Et bien, entre autres, ce texte-là, Merde à Shakespeare, sera créé par Xavier Adrien Laurent. Et moi, avec l'aide de ce metteur en scène, ben, je vais m'y coller. Pas en travesti, je ne m'habillerai pas en Ali Darouf. Je vais faire une lecture spectacle en disant, bon, si les femmes ne veulent pas porter ce texte, vous savez, c'est comme ça, quand on est l'écrivain, il faut tout se faire au marteau et au burin. Hein, voilà. Et bien, il faut se faire le travail. Donc, cet ami, Julien Asselin, qui avait fait la mise en scène de Mademoiselle Espérance, il m'a dit, écoute, viens, on le fait. Tu vas faire une lecture spectacle, en homme, hein, mais en portant la voix de Zoé, pas en jouant Zoé, évidemment, mais en portant la voix de Zoé, pour que ce texte puisse être, oui, déclamé, comme tu dis, parce que c'est vrai que cette dimension déclamatoire, c'est un soliloque, donc c'est aussi un monologue. Ça peut se lire comme un roman, puisque c'est un récit, mais ça peut se porter à la scène comme ça, avec seulement, voilà, il n'y a pas de candidate. Je peux vous dire que je l'ai même... moi, j'avais été scotché, hein, scotché par l'interprétation d'Honorine faite par Marianne Chazelle. Quand on m'a dit dans le Marius et le Fanny d'Auteuil que c'était Marianne Chazelle qui jouait Honorine, Zézette qui va jouer Honorine, c'est des trucs de Parisiens, ça, ils sont joueurs. Eh bien, on voit ce que c'est une comédienne.
C'est-à-dire que moi j'ai été scotché, j'ai trouvé qu'elle était remarquable. En plus, elle jouait une Norine maigre, hein, elle a complètement pris le contre-pied d'Alida Rouf, tout en étant honorine, etc. Donc, honnêtement, sans aucune fausse modestie, je lui ai proposé Zoé, etc. Bon, et voilà. Je ne vous dis pas les noms des autres. Il y en a une que vous devez imaginer. Mais bon, c'est refus intégral des comédiennes qui auraient pu porter ce texte, de le porter. Alors, moi, je ne leur en veux pas. Je trouve qu'elles ne sont pas très courageuses, ou il y a des choses chez les femmes que je ne m'explique pas, parce que j'en suis pas une, je ne sais pas. Mais je me dis, bon ben, tant pis, hein, voilà. Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. T'ai-je répondu? Parfaitement. Donc merci à toi Gilles, on applaudit Zoé. Alors Aurélien Magnard, nous te recevons ici parce que tu es un auteur marseillais, même si tes premiers lecteurs, peut-être même ton éditeur le savait pas forcément. Et ça se sent quand on te lit, parce que Marseille est toujours présent dans les deux ouvrages que tu as écrits jusqu'à présent. On te reçoit donc essentiellement pour le dernier, avec Le Feu. Donc très vite, je vais résumer l'ouvrage. C'est un roman, tu me coupes à chaque fois, je dis une bêtise, mais ça m'arrive. C'est un roman initiatique, c'est-à-dire on parle d'un personnage qui s'appelle Lorenzo, c'est un genre de page blanche, c'est-à-dire c'est un personnage vide qui fait son éducation, et qui fait son éducation mais, sentimentale, et son éducation politique, et son éducation d'homme, tout au long du roman. C'est aussi un genre de... Moi j'appelle ça un roman nomade, mais on dit aussi, puisque tu travailles dans le cinéma, un genre de road movie, c'est-à-dire que c'est un roman où le personnage bouge, et c'est donc une trajectoire, un parcours. Pour résumer très vite, il est initié, ça se passe dans les années 70 en Italie, donc une période assez trouble et assez violente, puisqu'on est dans des revendications étudiantes et plus qu'étudiantes, les Brigades Rouges, un certain nombre de mouvements révolutionnaires qui vont mener des actions directes et des actions violentes. Lorenzo est pris dans ce tourbillon, et il partage cet élan révolutionnaire avec une femme, hein, qui est une de ses premières rencontres amoureuses, la première importante, et dans le même temps, il fait une autre rencontre, une autre femme, qui va orienter sa vie dans un autre sens. Il est obligé de fuir l'Italie parce qu'il a mené il mène une vie de militant révolutionnaire violent, et donc il part, on peut dire, dans une cavale dans laquelle il essaie de se construire un petit peu différemment, et cette cavale va petit à petit le mener à un genre de rédemption qui est l'écriture. C'est par l'écriture qu'il va s'épanouir, se construire, et bien évidemment, alors tout ça c'est le côté symbolique que je vous résume, la trajectoire, mais il y a plein de rebondissements. Il y a aussi un côté, oui, les romans noirs, polar, thriller, parce qu'il avance, s'il fuit, c'est qu'il est poursuivi, il est à la recherche de lui-même, mais donc il y a comme ça des étapes dans sa trajectoire qui vont le mener notamment à Marseille, qui vont mener dans les Alpes aussi. Enfin, il y a tout un tas de péripéties. Alors, très vite, j'évoque le premier roman aussi d'Aurélien, qui s'appelait Le temps d'arriver, qui était aussi une errance, puisque ça partait, c'était l'histoire. Il y a aussi une histoire sentimentale, donc un héros qui, à la suite d'un désordre amoureux, décide de marcher, de se rendre de Marseille à Paris à pied. Donc la première question va être celle-là. Pourquoi tes romans sont-ils tous des romans nomades pour l'instant, ou des romans de voyage, ou des romans comme ça où on bouge sans arrêt? Pour moi, ce que tu appelles le road movie, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Donc à la fois au cinéma, mais aussi en littérature. Ces histoires comme ça où on a des personnages qui partent d'un endroit et qui partent sur la route, et sur cette route, ils vont rencontrer des personnages, des obstacles, des événements qui vont les construire en fait. Voilà. Donc dans mon premier roman, Le temps d'arriver, c'était l'histoire d'un jeune homme qui vient de se faire larguer, qui ne comprend plus rien à la vie, ce jeune Parisien, quand il va apprendre que celle qu'il aime s'est installée à Marseille, il va péter un plomb et partir à pied jusqu'à Marseille, et donc ça raconte ce trajet et tout ce qui va se passer. Et donc voilà, dans ce trajet, je me suis à la fois inspiré de mes expériences de marcheur, de randonneur, mais aussi de beaucoup de road movie
beaucoup de films américains pour le coup, des films comme L'Épouvantail de James Schwartzberg avec Al Pacino, des films comme ça qui m'ont beaucoup marqué parce que voilà, cette énergie du mouvement qui est extrêmement importante pour moi. Et dans ce deuxième roman, donc à la différence du premier, ce voyage n'est pas un choix, mais c'est une contrainte, c'est une cavale, mais c'est ce que j'ai appelé une cavale initiatique, c'est-à-dire que dans cette cavale, mon personnage va, comme dans mon premier roman, se construire par les rencontres. Par exemple, c'est un jeune homme qui avait toujours, en tant que grand lecteur, en tant que grand obsédé textuel, avait toujours eu envie d'écrire un roman, et c'est en rencontrant un vieil homme quand il se cache dans les Hautes-Alpes, dans un petit village, qui va rencontrer cet homme, et cet homme va lui raconter sa vie, et de là va naître ce roman qu'il rêvait d'écrire en fait. Voilà. Donc c'est pas par cette cavale, quelque chose de très noir, quelque chose de très oppressant, il va aussi rencontrer la lumière de l'inspiration, qui va d'abord passer par cette histoire, et aussi passer par les épreuves et tous les personnages qu'il va rencontrer. Il y a un côté, c'est toujours pareil, c'est la question de bateau, mais elle est réelle. Les lieux que tu évoques, ces étapes de son voyage, c'est des lieux qui te sont chers, je crois. Tu parles de cet homme qu'il rencontre dans les Alpes et qui lui raconte sa vie. Donc ça tourne autour de Mermoz. Je crois que c'est une histoire qui n'est pas totalement imaginaire, celle-là. Oui. Ça tourne autour de Barcarès. Ce sont des lieux que tu connais, des lieux que tu as arpentés. Tu as voulu leur rendre hommage aussi à ces lieux? Tout à fait. Pour moi, le décor, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je suis monteur de films, et travailler les décors, travailler le rythme, travailler la lumière, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et du coup, pour chacun de mes romans, le décor, j'ai besoin de le connaître avant de l'écrire. Voilà. Donc au début, il y a Marseille, qui est cette ville que je connais bien, puisque j'y suis né, j'ai grandi et j'y reviens souvent. Donc tout part de Marseille. Même la ville principale où se passe mon roman, c'est-à-dire Gênes, c'est une forme marseillaise. C'est-à-dire que, dans un premier temps, je voulais raconter cette histoire en Italie parce que je voulais que mon personnage se confronte aux années de plomb, aux Brigades Rouges. C'était très important pour moi. Et au moment de choisir le décor italien, j'ai d'abord pensé à Marseille. Et du coup, quelle est la ville italienne qui me ressemble le plus à Marseille? C'est Gênes, qui est d'ailleurs officiellement jumelée avec Marseille. Et donc c'est une ville que je ne connaissais pas. Et du coup, j'y suis allé. J'ai passé du temps, je l'ai arpenté, j'ai beaucoup marché, j'ai commencé à écrire mon roman là-bas. Et ça a confirmé du coup cette impression, c'est-à-dire que je pouvais faire dialoguer cette Gênes que je rencontrais et le Marseille que je connaissais. Voilà. Donc toutes ces scènes qui se passent à Gênes sont à la fois inspirées par les décors que j'ai arpentés là-bas, mais aussi imprégnées de mon expérience d'arpenteur marseillais, on va dire. Il y a aussi Buenos Aires qui est présent dans le livre. Buenos Aires qui est une ville que je connaissais déjà, mais j'étais assez à l'aise pour situer mon roman parce que c'était un mélange. Buenos Aires, je l'ai ressenti comme un mélange de Marseille, de Gênes et de Paris, comme cette espèce d'Europe concentrée. Voilà. D'ailleurs, Buenos Aires, comme Marseille, a eu une énorme immigration génoise il y a plus d'un siècle. Donc voilà. Et à l'intérieur donc de ce décor qui appartient au présent du roman, c'est-à-dire les années 70, 80 et 90, il y a une histoire dans l'histoire qui est celle que mon héros, Lorenzo, recueille auprès de ce vieil homme qui l'héberge, qui est une histoire liée à l'aéropostale, effectivement. C'est-à-dire, dans les années 30, ce personnage qui va raconter son histoire à Lorenzo, qui était un personnage qui était viticulteur, est tombé fou amoureux de la compagne de Jean Mermoz, et du coup, comme ça, a intégré le milieu de l'aéropostale, puisque tous les pilotes de l'aéropostale s'entraînaient près de l'étang du Barcarès. Voilà. Et ce décor, cette histoire, je la connais bien, puisqu'en fait, c'est celle de mon grand-père, qui, pendant son service militaire, a acheminé le courrier entre les usines d'avions à Toulouse et le lieu où les pilotes testaient les avions à Saint-Laurent-de-la-Salanque. Voilà.
Donc on comprend que les étapes que tu as mis dans la cavale de ton personnage sont des étapes assez personnelles. La question que tu as un peu répondu, tu as dit que c'est très important pour toi de situer ce livre, ce roman dans les années de plomb en Italie. Pourquoi? En fait, cette histoire, elle m'est venue la première fois, il y a une dizaine d'années, lorsque je réalisais un documentaire à Cuba sur un révolutionnaire cubain qui s'appelle Camilo Cienfuegos, qui a combattu aux côtés du Che de Fidel Castro à la fin des années 50. Et ce qui m'a intéressé dans le parcours de ce révolutionnaire, c'est qu'en fait, c'était un jeune homme exalté d'une vingtaine d'années, assez peu politisé, et qui, à la fois par romantisme et pour suivre son frère, s'est engagé dans la révolution. Du coup, c'était quelqu'un qui n'était pas forcément fait pour ça, qui s'est embarqué là-dedans, et qui s'est rendu compte beaucoup trop tard que toute cette violence, c'était pas fait pour lui. Et du coup, cette histoire a trotté dans ma tête, et j'ai eu envie de la raconter quelque part. Mais pour moi, Cuba, même si j'aime beaucoup cette île et son peuple, c'était trop loin de moi. Voilà. Et il se trouve que j'étais aussi pas mal passionné du point de vue cinéphile par tous ces films italiens qui ont été faits sur cette période des années 70, je pense à Nos meilleures années, qui racontent comme ça l'histoire de cette génération qui, à l'âge de 20 ans, s'est retrouvée propulsée dans les luttes étudiantes et les luttes armées. C'est un film qui m'a énormément marqué. Voilà. Et ces deux choses-là, donc cette histoire cubaine et ces histoires italiennes, se sont rencontrées dans ma tête. Voilà. Et dans mon esprit de monteur qui passe son temps à se faire rencontrer des choses, je me suis dit, tiens, si je racontais cette histoire à travers un jeune étudiant italien à Gênes. Voilà. Alors j'imagine que depuis que le bouquin est sorti, beaucoup de gens, et alors je sais aussi que tu dis que ce n'est pas le cas, mais beaucoup de gens t'ont parlé de Cesare Battisti, forcément, puisque c'est un homme qui a suivi un peu le parcours de ton héros, qui a été donc un militant violent, condamné en Italie et recherché et réfugié en France pendant longtemps, et qui a trouvé aussi lui sa rédemption par l'écriture en France avant de partir au Brésil, et dont d'ailleurs le destin est toujours menacé, d'autant qu'aujourd'hui le régime en Italie, le régime au Brésil sont assez hostiles à ce qu'il est, mais ça n'a pas été une inspiration, tu n'as pas pensé à lui un seul moment. Alors si, j'ai pensé à lui parce que je connaissais son histoire, je la connaissais en fait parmi tant d'autres, parmi beaucoup d'histoires de révolutionnaires italiens qui sont venus se réfugier en France, puisque la France accueillait les révolutionnaires qui n'avaient pas commis de crimes de sang. C'était pas tout à fait son cas, mais il s'est quand même réfugié en France. Je connaissais son histoire et je savais aussi que c'était un écrivain, j'avais jamais lu ses livres, et donc j'avais sa présence très oppressante au-dessus de moi, et c'est la raison pour laquelle je me suis refusé à lire son œuvre de peur qu'elle m'influence un peu trop. Voilà. Donc j'ai attendu impatiemment la fin de l'écriture pour m'y mettre. Et effectivement, il y a de nombreuses correspondances. Et c'est vrai que comme mon héros, à l'âge de 20 ans, il était à la fois militant et apprenti écrivain. Voilà. Et il s'est servi de son expérience pour écrire. On sait qu'il y a de nombreuses correspondances et aussi son départ en Amérique latine. Voilà. Marseille, on le voit par Gilles qui parle de Zoé c'est vrai comme un texte un peu, sinon révolutionnaire, en tout cas revendicatif. Et toi, ton texte qui passe par Marseille aussi a ce côté rebelle, en tout cas. Est-ce que tu penses que cette ville, on le dit souvent, mais elle focalise un peu comme ça, elle a un petit côté de cristalliser c'est une ville pour révolter, qu'elle s'y prête bien? Oui, parce que c'est une ville Marseille qui héberge en elle une violence à la fois très noire et très lumineuse. Donc c'est un décor, pour moi c'était un décor parfait pour ma cavale, c'est-à-dire que mon personnage, quand il arrive à Marseille, il est pris en autostop par un camionneur, et il arrive à Marseille sans s'en rendre compte, et d'un seul coup il se réveille, et là il est cramé par le soleil, il sort, il se retrouve plongé dans un marché avec plein d'odeurs qui lui rappellent l'Italie.
il va se faire bousculer. Donc il y a quand même quelque chose d'assez violent, mais en même temps de très lumineux. Et c'est ça ce que j'aime bien dans Marseille et qui m'inspire beaucoup, c'est que c'est une ville qui est pleine de contradictions, y compris dans son décor. Puisque en Marseille, on a des quartiers très pauvres entourés de quartiers très riches. Enfin, on a beaucoup de choses comme ça qui moi, m'inspirent beaucoup. Voilà, c'est quelque chose de... Et puis pareil, l'énergie de Marseille, qui est une énergie très contradictoire. On a à la fois quelque chose de très brûlant, de très incisif, en même temps un certain art de vivre où on prend son temps. Voilà, toutes ces choses-là, pour moi, m'intéressent beaucoup. Surtout, voilà, encore une fois, je parle de mon métier de monteur, mais dans le montage d'un film, ce qui est très important, c'est bien sûr de rythmer, mais aussi de créer des ruptures de rythme. Et Marseille, dans son rythme interne, dans ses veines, a beaucoup de ces choses-là, beaucoup de ce sens du rythme, à la fois un rythme lent et rapide qui puisse se mêler. Et ça m'inspire beaucoup, ça m'avait beaucoup inspiré pour mon premier roman, dont le dernier tiers se passe à Marseille, et aussi beaucoup pour celui-là et pour mon prochain, pour le coup, qui se passe entièrement à Marseille. Ah, ça, on va en parler. La dernière question que je voulais te poser, avant de passer justement là c'est ton actualité, mais à ce que tu travailles, ton projet, c'est les femmes, donc, puisque dans les deux romans, il y a cette présence, et donc dans Zoé de Gilles aussi, pareil, cette présence de la femme joue un rôle fondamental. Et toi, les femmes jouent un rôle, là pour le coup, vraiment initiatique. Là, tu le décris toi-même comme un roman initiatique, mais en l'occurrence, ce sont vraiment les femmes les initiatrices. Quand on écrit un livre, on s'inspire beaucoup de son histoire personnelle, des choses qu'on aime, qui nous ont marqué dans la vie. Voilà. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est les histoires d'amour. Donc, c'est ce qui m'inspire le plus. Voilà. C'est pour ça que mes deux romans mettent l'amour au centre. Alors, on devait recevoir Jacques Barbery, mais sauf je pense qu'il va venir en 2013. Donc Jacques Barbery, qui est un écrivain de science-fiction extrêmement coté, réputé dans la France entière, et qui écrit depuis justement les années 70, tu vois, donc sur ce thème-là, et qui a joué un rôle assez important dans la SF française. Bon, il s'est trompé de date, ça peut arriver, mais j'en parle parce que d'abord, et ça, mais Bruno en parlera tout à l'heure, il est fort possible qu'un prochain, voire le prochain session textuelle, ça ne sera pas le prochain, mais un des prochains sessions textuelles aura pour thème la science-fiction. Et je crois savoir, puisque tu parles du livre sur lequel tu travailles, que justement, ton prochain bouquin sera un roman, alors comme je n'en sais pas plus, tu m'en as pas parlé plus avant, c'est un roman d'anticipation. Tout à fait, c'est un roman qui se passe dans un Marseille d'anticipation, un Marseille en guerre, un peu sur un modèle de... C'est jamais gay les anticipations, c'est toujours en guerre. On est donc dans une espèce de guérilla urbaine, et à l'intérieur de cette guérilla urbaine, un triangle amoureux, parce qu'évidemment c'est une histoire d'amour, où le livre va se dérouler sur une nuit, et il va raconter le trajet de deux hommes à travers Marseille qui convergent vers la même femme. Au début du livre, il y a un attentat, et les deux hommes, qui chacun ont une relation avec cette femme, vont s'inquiéter parce qu'ils savent que cet attentat a eu lieu dans le bar où elle travaille, et ils vont converger et traverser cette ville en guerre pour la retrouver. Et cette histoire, c'est un mélange en fait entre une nouvelle que j'ai écrite il y a quelques années, et en fait j'ai ressorti cette nouvelle parce que après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, je trouvais que d'un seul coup elle pouvait raconter autre chose. Voilà, donc ça va être cette histoire-là. Voilà. Donc en attendant la guerre et en attendant le prochain roman d'Aurélien, dont je vous conseille vraiment la lecture d'Avec le feu, c'est un bouquin qui est à la fois un thriller, à la fois un livre nomade, comme je disais, à la fois un livre romantique au sens noble du terme, et quelque chose que lui ne dira pas, mais que je dirais, c'est qu'il a une plume très sûre, très agréable, et pleine d'élégance, et que voilà, c'est un auteur dont Marseille peut être fier. On l'applaudit. Merci.
tous, vous pouvez vous faire dédicacer les romans de Gilles, il ne part pas en courant, il va faire la bise, mais il a plusieurs bouquins là-bas sur la table qu'il pourra vous dédicacer, Aurélien aussi, François en a quelques-uns, les miennes ne sont pas là malheureusement, donc un petit verre de l'amitié avant les fêtes, profitez-en, prochaine obsession textuelle en 2019, c'est le 12 janvier, samedi 12 janvier. Je ne connais pas encore la thématique, je ne sais pas quels sont les auteurs qui seront invités. C'est plutôt en février, voire, je crois que c'est le 24 février, et puis après on passe au mois d'avril, puisque calculez sur votre tablette que l'émission a lieu à peu près toutes les 6 semaines. Donc c'est ou en février ou début avril que nous ferons ce numéro un petit peu spécial sur la SF. On essaiera d'inviter effectivement, de refaire venir Jacques Barbery, que nous avons beaucoup apprécié aujourd'hui. Aurélien, est-ce que tu auras terminé? Non, probablement pas, mais tu pourras toujours être présent pour en parler. Et il y aura d'autres personnes pour parler de SF. Merci à tous, très bonne fête de fin d'année. Voilà, c'est tout ça, je vous embrasse tous. Au revoir.